Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, bonsoir et bienvenue à l'IEA, l'Institut d'études avancées de Paris. Je m'appelle Gréty Myrdal, je suis la directrice de l'Institut, que certains d'entre vous connaissent très bien et d'autres non. Donc, juste un mot pour vous dire que nous sommes un institut qui accueille des chercheurs étrangers de haut niveau qui viennent passer ici 5 à 10 mois. Nous en accueillons à peu près 30 par an. Ils sont ici pour établir des liens avec des chercheurs franciliens en sciences humaines, sciences sociales et neurosciences. Notre but est que cet institut soit un lieu de rencontre scientifique et culturelle, un lieu de recherche indépendante et de débat franc et libre. Ces objectifs correspondant à ceux de la revue des Esprits, nous avons souhaité organiser conjointement un cycle de débats autour de sujets d'actualité politique, sociale et culturelle. Et nous avons jusqu'à présent discuté de sujets communs comme l'avenir des bibliothèques et du livre, le populisme, les migrations. Et aujourd'hui, le thème des fake news s'est imposé avec force. Comme nous le rappelait le pape François dernièrement, les fake news qui semblent mettre nos démocraties en danger ne sont pas de nouvelle date. La manipulation de l'information existe depuis le commencement du monde, disait le pape, qualifiant le serpent du paradis comme l'auteur de la première fake news, puisqu'il réussit à désinformer Ève avec les résultats que nous connaissons. Il y a cependant une interdiction encore plus précise dans la Bible contre l'ébruitement de fausses informations, qui est l'interdiction contre le lachon hara, en hébreu la mauvaise langue, la fausse langue. Et péché par la langue, c'est exposer en public une situation qui n'est pas encore connue, avec le but de modifier, de corrompre la perception de cette situation. La Lachon hara regroupe la calomnie, le faux témoignage, la médisance et de façon générale, toute parole pouvant causer du tort à autrui. C'est considéré comme un grand péché, car le mal fait par la langue est irréparable. Au-delà donc de Trump, de Poutine, de Facebook et de Twitter, il s'agit donc d'un sujet d'importance universelle et nous sommes heureux d'accueillir ce soir Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef de la revue Esprit, qui animera la discussion entre 3 éminents débatteurs, Romain Badouard de l'Université de Cergy-Pontoise, Pierre Haski du site d'information Rue 89 et Reporters sans frontières, et Sylvie Kaufmann, éditorialiste et chroniqueuse au Monde et au New York Times. Bon débat. Merci beaucoup à Gréty Myrdal et à toute l'équipe de l'Institut d'études avancées qui nous accueille dans ce lieu superbe pour une nouvelle édition donc, de cette série de débats, l'esprit du temps, qui s'installe un petit peu dans le temps, ce dont nous sommes ravis à la revue Esprit. Et merci à tous d'être avec nous ce soir pour ce débat. Un grand merci aussi à nos 3 intervenants que Gréty vous a présentés rapidement. Alors nous avons eu beaucoup de demandes d'inscription ce soir et ça a peut-être rendu la venue de certains d'entre vous un petit peu compliquée, ce dont nous nous excusons. Mais je prends ça comme un signe que cette question des fake news, de la post-vérité, de ce nouvel environnement médiatique dans lequel on se trouve est une question d'inquiétude assez largement partagée. Alors le mensonge, la rumeur, la propagande, ce sont des problèmes anciens, comme Gréty vient de nous le rappeler. Je n'avais pas pensé remonter jusqu'à la Bible, mais bon, en tout cas le problème ne date pas d'hier. Mais il est vrai aussi qu'il prend une tournure, une intensité aujourd'hui qui nous frappe et qui nous inquiète. Devant donc les mutations de cet environnement médiatique, de cet environnement d'information,
Je crois qu'on sent que tout cela est lié à des mutations aussi de notre environnement politique, de notre environnement économique, de notre rapport au savoir et à la connaissance. On vit dans une saturation d'informations et d'images, mais on partage tous le sentiment que la quantité ne fait pas forcément la qualité et qu'on ne sait plus très bien qui croire ni à qui faire confiance. Je vais donc commencer tout de suite une série de questions. Nous allons laisser nos 3 intervenants échanger entre eux pendant environ 45 minutes, après quoi nous aurons encore 45 bonnes minutes pour prendre des questions de la salle. Donc j'aimerais commencer par vous poser une première question à tous les 3 sur votre perception de ce moment dans notre environnement médiatique, dans notre environnement informationnel. Comment est-ce que vous le caractériseriez? Quels phénomènes vous semblent les plus significatifs dans ce moment où nous sommes? Et peut-être aussi, est-ce que vous voyez ça d'abord comme une évolution politique, parce qu'on serait entré dans un âge de la défiance, du soupçon, de la défiance, avec des pratiques de contre-démocratie, comme les appelle Pierre Rosanvallon? Ou est-ce qu'on est principalement dans un moment de mutation économique, c'est-à-dire que c'est tout l'environnement, c'est l'industrie des médias qui se transforme à grande vitesse, et on est dans une sorte de dérégulation généralisée et de concurrence sauvage entre toutes les sources d'information? Ou encore, est-ce que c'est une mutation épistémologique, donc dans notre rapport au savoir, à la connaissance et à la vérité? Alors peut-être Pierre Aski pour commencer. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai l'impression que c'est d'abord un petit peu de tout ce que vous avez décrit et principalement le fait que je pense que nous sommes à un moment de bascule générale, pas seulement dans le système d'information. On a cru à un moment que, au début, vous vous souvenez, quand la musique a été impactée par le téléchargement, le piratage, etc., tout le monde regardait en disant les pauvres, vraiment la technologie, ça fait du mal à la musique. Puis après, ça a été la presse. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est une lame de fond, on est dans un changement d'époque et que l'information est une des composantes de ce changement d'époque. Donc, le risque aujourd'hui, c'est d'attribuer trop de poids à une des composantes de cette équation. Et en particulier à la partie géopolitique qui serait l'influence russe, la manipulation, la désinformation, etc., qui existe. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais il ne faut pas tout regarder à travers ce prisme-là. Et en particulier, cette expression de fake news qui a eu un succès phénoménal, si même le pape en parle. Je suis surpris d'ailleurs qu'il emploie le mot anglais, qu'il n'ait pas trouvé une expression latine pour, je ne sais pas comment on dit fake news en latin. Mais l'Académie française, je ne sais pas si vous avez remarqué, a trouvé une solution. Il parle de infox, intox, qui serait donc plus acceptable aux oreilles françaises que fake news. Mais ce que je veux dire, c'est que l'expression de fake news a un tort considérable, c'est qu'elle met tout dans le même sac. Et or, on est face à des phénomènes qui sont extrêmement différents. Et si vous prenez juste l'élection américaine, l'élection de Trump, qui a été le vrai révélateur de fait du phénomène, certaines des fake news qui ont été les plus partagées sur les réseaux sociaux américains n'avait pas pour origine une quelconque déstabilisation, une influence russe, une tentative de faire élire un tel ou un tel. C'était à la fois des ambitions commerciales. Le New York Times est remonté à la source d'une des plus belles fake news de cette série de l'époque, donc partagée des dizaines et des dizaines de milliers de fois sur Facebook, donc touchant des millions de personnes. Et c'était un étudiant. Ils sont tombés sur un étudiant qui était à l'origine de cette fake news, qui avait compris qu'il pouvait gagner un peu d'argent en faisant ça. Il avait créé un faux site, le Christian Times, je crois, quelque chose comme ça, et il avait inventé une dizaine d'informations croustillantes. Et la plus connue, c'était le fait qu'une secte sataniste avait décidé de soutenir Hillary Clinton. Donc ça a eu un succès phénoménal. Et lorsque le New York Times l'a confronté avec
le résultat de ce qu'il avait fait. Il était très gêné parce que lui, il avait gagné à peu près 20 000 $ en faisant ça par la publicité en ligne, par les clics qui rapportent de la publicité à la fois à Facebook et à l'auteur de la page. Et il était totalement apolitique, c'est-à-dire il se moquait de savoir si ça bénéficiait à Clinton ou à Trump, et que ça lui semblait plus drôle de mêler Clinton à Satan. Et donc là, on est dans un phénomène qui est un produit direct du système économique créé par Facebook. On parle beaucoup ces jours-ci de ce scandale des données personnelles de Facebook qui ont été utilisées par une société britannique qui a fait du profiling, donc du ciblage personnalisé d'environ 50 millions de personnes aux États-Unis au profit de Trump. Tout ça sans que les personnes dont les données étaient utilisées le sachent, mais tout ça étant grosso modo légal. Là encore, on est dans de la manipulation politique, mais qui n'a rien à voir avec l'enjeu global dont on parle beaucoup, qui est celui de la déstabilisation entre États, etc. Donc, attention à ne pas tout mettre dans le même sac, parce que penser qu'il y a un problème unique, ça serait chercher une solution unique, du genre une loi anti-fake news, par exemple. Alors qu'on voit bien que pour lutter contre l'effet d'opportunité de cet étudiant qui gagne 20 000 $ en faisant circuler des choses croustillantes, ou l'organisation qui a siphonné des données de Facebook pour en faire une campagne au profit de Trump, ou encore ce qu'ont fait véritablement les Russes, et ce qui apparaît dans la commission Mueller au Congrès américain, on a trois cas de figure qui sont très différents et qui appellent des réponses différentes. Donc, le risque aujourd'hui, c'est de chercher des réponses simples à des sujets qui sont extrêmement complexes. Le point commun de tout ça, c'est évidemment Internet et le rôle des plateformes. Et c'est aujourd'hui, autour de ces plateformes, Facebook, Google, qui sont les plus puissantes, évidemment, que se joue l'équation de la solution de ce problème, sous des angles très différents. Mais moi, je suis frappé de voir que l'éditorial du New York Times ce matin appelle l'État américain à la régulation, en disant on ne peut plus faire confiance aux dirigeants de ces entreprises pour faire le ménage chez eux. Ça fait maintenant 2 ans que, en gros, il y a un parfum de scandale autour de Facebook. Facebook s'est révélé incapable ou sans volonté politique de réguler ces pratiques totalement antidémocratiques qui sont l'utilisation des données, l'achat d'espaces sponsorisés par des prête-noms des services russes, ou ces pratiques commerciales de circulation de fausses nouvelles, etc. Donc tout ça fait qu'on est en train de basculer dans une autre époque où le laisser-faire, l'image douce, rose et vertueuse des grandes plateformes Internet, c'est terminé. Aujourd'hui, ce sont devenus les nouveaux diables de la planète. Et c'est étonnant comme c'est allé vite, parce que le slogan de Google à ses origines, c'était « Do no evil », ne faites pas de mal, en gros. Et aujourd'hui, ils sont le evil, ils sont devenus le diable. Alors justement, en fait, vous nous décrivez assez bien l'état de grande désillusion dans lequel nous sommes par rapport aux premiers temps d'Internet et toutes les promesses qui semblaient venir avec, ce qui me donne l'occasion de faire une petite page de pub pour cet ouvrage « Le désenchantement de l'Internet » qui a été écrit par Romain Badoir et publié il y a quelques mois, et qui donne des explications très claires sur l'architecture des réseaux et comment elle s'imbrique avec ce nouvel environnement politique et économique. Et donc, Romain Badoir, est-ce que tout ça, c'est de la faute des plateformes ? Est-ce que tout ça, c'est de la faute des réseaux sociaux ?
Bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Alors, c'est pas uniquement la faute des plateformes, mais c'est sûr que les plateformes ont une responsabilité très très importante dans ce phénomène. Pierre Aski le soulignait. Au cœur de ce phénomène des fake news, alors je mets des guillemets quand j'en parle, on a le modèle économique de ces plateformes, l'économie du clic. Et pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce modèle économique, en fait, comment cet étudiant dont vous parliez peut gagner de l'argent en diffusant des fausses informations pro-Trump ou anti-Clinton? Tout simplement en faisant venir sur un site qu'il a lui-même conçu des internautes, et à partir de son site, il va les exposer à des contenus publicitaires à partir desquels il va générer des revenus, et donc il va se servir de Facebook comme d'une plateforme pour diffuser des fausses informations qui vont mener à son site. Et effectivement, on s'est rendu compte que, notamment dans le cadre de la campagne américaine, ces fausses informations, les fausses informations politiques, étaient aussi en grande partie produites par des individus qui n'avaient pas forcément de but, d'objectifs politiques, mais uniquement des objectifs économiques, générer des revenus publicitaires. Cela dit, il y a aussi une autre évolution sur le web, notamment le web français, qui est la progression de réseaux de désinformation très organisés, situés plutôt à l'extrême droite du spectre politique, que certains journalistes ont appelé la fachosphère, qui sont des sites qui ont comme moyen d'action ce que eux appellent la réinformation, là aussi je mets des guillemets, donc qui consiste à donner une lecture de l'actualité très marquée idéologiquement, très anti-système, xénophobe, etc., etc. Et qui, justement, ces sites qui prétendent faire de la réinformation, se sont massivement lancés dans la désinformation, là aussi en utilisant des rumeurs à des fins de propagande politique, avec pour objectif d'influencer l'opinion. Alors la question de savoir si effectivement ça influence l'opinion ou si ceux qui partagent les fausses informations sont déjà convaincus par avance, elle est posée, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement ces fausses informations sont devenues une arme de communication politique et de propagande politique. Et puis plus généralement, si ce sujet aujourd'hui des fausses informations fait débat, fait controverse, c'est aussi parce que les réseaux sociaux sont devenus principale porte d'entrée vers l'information, vers l'actualité, pour une part de plus en plus importante de la population, et notamment les plus jeunes. On sait que pour les 18-25 ans, Facebook notamment est la principale source d'information. On le savait pour les États-Unis, on sait depuis le rapport du Reuters Institute l'année dernière que c'est le cas pour une quarantaine de pays. Enfin, c'est une situation qui s'est très largement généralisée. Et ce que produisent les réseaux sociaux, à partir du moment où ils deviennent un marché de l'information à part entière, c'est effectivement un phénomène de dérégulation où n'importe quel internaute peut proposer une offre informationnelle sur ce marché, et en jouant sur à la fois des leviers économiques, cognitifs, politiques, réussir à propager une information de manière très très importante. Donc ce phénomène des fausses informations, effectivement, il accompagne un mouvement de désillusion par rapport au potentiel démocratique d'Internet, mais il n'est pas le seul. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, encore, lorsqu'on parlait d'Internet, on avait tendance à concevoir Internet comme un outil au service de la démocratie, au service de l'émancipation des citoyens, au service de l'intelligence collective. Et puis, depuis le début des années 2010, depuis l'affaire Snowden, on parle effectivement beaucoup plus de surveillance généralisée, de désinformation, de discours de haine, de nouvelles formes de propagande. Et on se rend compte que dans l'opinion, il y a effectivement un espèce de retournement. Alors qu'en fait, les promesses démocratiques et les désillusions sont quelque part les deux facettes d'une même pièce. L'ouverture de l'espace public à des voies très diverses, mais à partir du moment où on ouvre l'espace public à des voies très diverses, il faut aussi s'attendre à avoir des gens mal intentionnés, rétrogrades, haineux, etc., qui vont aussi prendre la parole et qui vont avoir intérêt à y diffuser très largement de l'information. Merci. Alors, Sylvie Kaufmann, comme vous écrivez à la fois pour Le Monde et pour le New York Times, je pense qu'on peut dire que vous êtes une observatrice privilégiée de ce qui se passe de part et d'autre de l'Atlantique, et même dans d'autres endroits du monde aussi. Est-ce que le débat se pose à peu près de la même façon, par exemple aux États-Unis? Est-ce qu'on a aussi cette même inquiétude de ce qui commence à ressembler quand même à des guerres de l'information?
Bonsoir à toutes et à tous. J'écris surtout pour Le Monde. Le New York Times, c'est une fois par mois. Mon employeur essentiel, c'est Le Monde depuis longtemps. Et justement, tout à l'heure, le rappel un peu historique que vous avez fait des fausses nouvelles m'a fait revenir en mémoire une chose qui nous amusait. J'ai été correspondante à Moscou il y a très longtemps, à la fin de l'Union soviétique. Et je me souviens d'une fois d'une photo dans la Pravda qui était une file d'attente très longue devant une boulangerie à Paris. Il se trouve que cette boulangerie, c'était la boulangerie Poilane. Et la file d'attente, certains d'entre vous la connaissent peut-être. Les jours d'affluence, on fait la queue devant Poilane. Mais là, c'était pour la Pravda. La légende était, à Paris aussi, on fait la queue pour le pain. Donc voilà, la désinformation, ça n'est effectivement pas nouveau, y compris en Russie. C'était même une arme importante pendant la guerre froide. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est qu'elle est utilisée à une grande échelle par la Russie. Et là, il faut à nouveau faire la distinction entre désinformation, fausses nouvelles, manipulation, ingérence dans un processus démocratique et propagande. L'Union soviétique puis la Russie a toujours, enfin surtout l'Union soviétique était quand même maîtresse dans l'art de la propagande. Les États-Unis, l'Occident en faisait beaucoup aussi. Mais donc, par exemple, quand on regarde, on parle beaucoup, on associe souvent à tort, je pense, RT, Sputnik, etc., avec les fausses nouvelles. J'ai un peu regardé RT France. Je regarde souvent le site de Sputnik pour m'informer, pour voir ce qui s'y dit. C'est plus souvent de la propagande que de la fausse nouvelle, en réalité. On est sur une présentation des opérations en Syrie qui ne correspondent pas du tout à ce que nous, on connaît. C'est de la propagande. Après, il y a la rumeur, qui est aussi quelque chose de très ancien. On a vu pendant les campagnes électorales, y compris la nôtre, il y a eu cette rumeur qui apparemment était d'origine russe, en effet, selon laquelle Emmanuel Macron était gay. Après, pendant la campagne électorale allemande, il y a eu aussi une fausse rumeur sur une jeune fille qui avait été violée par des immigrés. Enfin, ça a été un énorme scandale. C'était une fausse nouvelle, ça. Voilà. Et puis après, il y a la manipulation de comptes Facebook dont vous avez parlé, Romain et Pierre, avec des moyens techniques très, très, très avancés maintenant, avec des siphonnages de données personnelles, avec des achats de comptes Facebook sous de fausses identités, etc. Voilà. Et là, on est vraiment, comme vous dites, dans une nouvelle forme de guerre, qui est une guerre médiatique, une guerre de l'information, que la Russie utilise maintenant avec les moyens technologiques qui sont disponibles, parce que c'est vrai que l'arrivée d'Internet et l'émergence des réseaux sociaux ont ouvert de nouveaux horizons aux gens qui voulaient travailler et aux acteurs qui voulaient utiliser ce type d'armes dans la guerre de l'information qui, jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, était surtout dans le domaine de la propagande et de la rumeur. Là, maintenant, on se situe, si on veut intervenir de manière hostile contre d'autres États, on se situe à un autre niveau. On a des moyens techniques qui vous permettent vraiment de passer complètement à autre chose. Alors la Russie qui a toujours eu une grande culture du service secret, enfin de l'Union soviétique, avec la Tchéka, puis le KGB, puis maintenant ça s'appelle le FSB, a acquis un savoir-faire. Loin de moi l'idée de dire que nous n'avons pas ce savoir-faire en Occident, mais il s'est transmis de l'Union soviétique à la Russie de manière très, très, très constante. Et d'ailleurs, le pays est dirigé aujourd'hui en Russie, depuis maintenant un certain temps, et pour encore quelques temps, par un professionnel des services secrets. Donc, à cette culture
de l'action des services secrets s'ajoute maintenant la cyberculture avec les moyens technologiques dont on dispose. Donc ça nous fait vraiment, Pierre Aski parlait de bascule, on a là aussi basculé dans un nouveau mode de guerre, je crois, ou d'action politique ou d'action hostile entre États. Voilà. Alors, on a vu... et autre chose sur cette forme de guerre, c'est qu'elle permet aussi la clandestinité, elle permet le secret, parce que c'est très très difficile de remonter à la source. On le voit bien avec ce qui s'est passé pendant la campagne électorale aux États-Unis. On a maintenant établi de manière assez formelle l'activité illégale, en tout cas mal intentionnée, pour manipuler, essayer de manipuler l'opinion des électeurs. On a réussi à déterminer l'origine en Russie. Par exemple, cette Internet Research Agency qui est en fait quelque chose de russe. On a vu que les hackers, on a identifié des hackers qui viennent de Russie, etc. Après, est-ce que ça vient du Kremlin ou pas? Là, c'est extrêmement difficile. Personne ne l'a encore établi avec certitude. Voilà, on n'a pas... C'est comme... Il y a plein d'autres choses qui se passent. C'est un peu le procédé aussi qui a été utilisé pour l'Ukraine et la Crimée. C'était les petits hommes verts au début qui ont envahi la Crimée. Bon, après, on a vu quand même que c'était des soldats, mais au départ leur identité était cachée. Dans le Donbass, c'est un peu pareil. Voilà. Et là, on n'a pas le smoking gun, comme on dit, on n'a pas la preuve évidente, mais on a de l'origine de ces manipulations, mais on a quand même un faisceau de présomption assez fort. Voilà. Alors. Comment est-ce qu'on est vulnérable aux États-Unis, en Grande-Bretagne? Parce qu'on a vu aussi pendant la campagne pour le Brexit, ça a été assez important. L'utilisation des faux... Alors là, on était carrément aussi en présence de fausses nouvelles. Par exemple, une des plus grandes controverses de la campagne du Brexit, c'était ce bus de la campagne des pro-Brexit, avec cet énorme chiffre, 350 millions de livres. Et 350 millions de livres, c'était censé être le montant que la Grande-Bretagne verse par semaine à l'Union européenne, et que si la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne, elle récupérait et pourrait être reversée au service de santé publique, National Health Service. Évidemment, tous ces calculs étaient complètement faux, mais une campagne électorale a été menée sur ce chiffre. Donc ça, c'est vrai que là, on est aussi dans un... Et là, c'était pas une question de technologie. Hein. Là, c'était un chiffre écrit sur un bus, sur des bus qui se baladaient partout pendant la campagne. Donc, je crois que là, on est dans un contexte médiatique aussi qui est que la vérité, et là, on entre dans le domaine de la post-vérité, enfin, dans le débat sur la post-vérité. Je ne sais pas si on est vraiment dans une ère de post-vérité ou pas, ça on pourra peut-être en discuter, mais où la crédibilité des médias traditionnels a été extrêmement fragilisée. Et donc, les gens sont plus enclins à prêter foi à des choses qui sont fausses. Alors après, on peut s'interroger pourquoi. Et évidemment, Internet est pour beaucoup, puisque les gens ont accès directement maintenant à des sources auxquelles ils n'avaient pas accès avant. Alors nous, on est ravis parce que les journalistes, ça nous a quand même... Ça a été une révolution dans notre travail, et une révolution que moi, je continue à considérer comme évidemment très bénéfique, parce que ça nous a ouvert aussi des tas de possibilités. Mais le fait est que les gens, les lecteurs, les consommateurs de nouvelles, les citoyens, pouvant s'improviser tous, journalistes aussi, ayant accès à des tas de choses, tout cet univers de critères de crédibilité était complètement renversé, bouleversé. Donc tout ça, je pense, on est encore là-dedans. Ça a été un grand basculement, et ça explique... En grande partie la vulnérabilité des électeurs. Dernière chose, les acteurs politiques qui ont contribué à ça. Alors évidemment, Trump en premier, je pense que c'est quand même le champion là-dedans, parce qu'il a pendant... Cette campagne électorale a duré quand même bien un an, hein, je crois, enfin plus d'un an. Et pendant un an, il a martelé ses attaques contre les médias d'abord. Donc, à force, ça finit par porter. Et puis, cette idée
de fake news, puisqu'il continue à l'utiliser tout le temps sur Twitter et dans ses meetings, etc. Et donc, il a institutionnalisé, en fait, ce doute dans l'esprit des gens, de manière, je crois qu'on n'avait jamais vu ça avant. Il y a même à un moment ce concept de fait alternatif qui a émergé. Une de ses conseillères a dit oui, ce sont des faits alternatifs. Voilà, donc on est là dans un univers que le camp Trump cultive en effet. Cet univers de post-vérité où la vérité n'a plus aucune valeur. Voilà, n'est plus une valeur. Pierre Esqui, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais rebondir sur l'exemple que donnait Sylvie du bus et du chiffre pendant la campagne du Brexit. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas tellement que les partisans du Brexit aient inventé un faux chiffre, un faux raisonnement, etc. C'est que ceux qui étaient en mesure de montrer que c'était faux, que ce soit dans les médias ou dans le camp des Remain, de ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, n'ont pas pu se faire entendre, n'ont pas été entendus et n'ont pas réussi à contrer le doute, ou en tout cas le message qui était ainsi affiché. Et là, je pense qu'il faut refaire un tout petit peu d'histoire de la dernière décennie, ou un petit peu plus, et de ce qui a changé dans la manière dont l'information est diffusée et dans la manière dont elle est reçue. Quand on a créé Rue 89, alors je ne m'en occupe plus depuis 2016, donc, mais voilà, on l'a créé en 2007, donc il y a 11 ans maintenant. On était le premier site 100% Internet, donc qui n'était pas issu d'un média existant, ce n'était pas la déclinaison Internet d'un média existant, c'était conçu pour l'Internet avec les codes d'Internet. Et ce qui nous avait semblé frappant dans la révolution qu'on était en train de vivre, et qui était peu prise en compte à ce moment-là par les médias dominants, dont je venais, j'ai travaillé 26 ans à Libération, donc je viens de ce monde, c'était l'interactivité, la prise de parole par l'internaute, le lecteur, le citoyen. Le vrai changement, il est là. Il n'est pas dans la diffusion sur des smartphones ou sur des ordinateurs des informations. Il est dans le fait que tout le monde a pris la parole. Il y avait une image qui me semblait très frappante, c'est qu'autrefois, quand on achetait un téléviseur, c'était un consommateur d'informations de plus. Quand on achète un ordinateur ou un smartphone, on est à la fois un consommateur d'informations en plus, mais on est aussi un émetteur d'informations potentielles, puisque tout le monde peut aujourd'hui émettre une information. Ça ne transforme pas tout le monde en journaliste, mais ça fait que le monde de l'information a totalement changé. Nous avions essayé d'en faire quelque chose de vertueux, c'est-à-dire de faire que dans un univers professionnel de journalistes qu'était ce site Rue 89, on allait permettre aux non-journalistes de participer à la fabrique de l'info. Avec les règles du journalisme, donc la vérification, la validation de l'information. Et donc l'idée c'était que, ok, les barrières sont tombées, les journalistes n'ont plus le monopole de la parole et c'est tant mieux, mais il y a des règles à respecter, qui sont des règles de vérification et de validation par rapport aux faits, tout simplement. Et ça a bien marché au début. C'était même au-delà de ce qu'on imaginait, parce que dans une communauté de lecteurs, vous avez de l'expertise, vous avez de la passion, vous avez des gens qui savent de quoi ils parlent. Et je vous donne un petit exemple, parce que ça nous avait frappé ce jour-là, parce que c'était extraordinaire et vertueux. Vous savez, il y a eu une campagne très forte des gens qui contestent la réalité du 11 septembre, qui disent là, le 11 septembre, c'est la CIA, c'est le Mossad, etc. Et donc, un jour, il y a une tour à Pékin qui brûle, qui est la tour de la télévision, il y avait eu un feu d'artifice lancé du sommet, puis la tour a brûlé. Et tout d'un coup, donc on avait passé les photos de cet incendie, et la tour était restée intacte, enfin elle s'était pas écroulée. Et donc dans les commentaires, tout d'un coup, vous avez très vite les gens qui disent « Regardez, c'est bien la preuve qu'à New York, il y avait un complot, puisque la tour de New York s'est écroulée, alors que celle de Pékin est restée debout. » Moi, pour être franc, je n'avais pas la réponse à cette objection. Et dans l'heure qui a suivi, il y a un ingénieur
qui a participé à la construction de la tour de Pékin, qui a laissé un commentaire et qui a dit voilà, je vais vous expliquer pourquoi l'une est tombée et l'autre pas, parce que c'est pas la même technique de construction, c'est pas la même structure, etc. Et évidemment, ça a mis fin à la début de polémique et au crédit que pouvaient avoir ceux qui contestaient la thèse du 11 septembre. Donc là, c'était le bon côté c'est que vous avez le poison et puis vous avez le contrepoison, l'antidote qui peut apparaître. Ce qu'on a sous-estimé à l'époque, c'est que les gens, notamment à l'extrême droite ou des services secrets, etc., allaient utiliser cette brèche, cette ouverture, cette capacité de s'exprimer en estimant qu'ils n'avaient pas accès aux médias dominants, donc Internet était une opportunité de faire entendre leur voix. Et ils se sont organisés plus vite et mieux que toutes les autres forces politiques. Et donc on a commencé à me voir monter cette déferlante de cette guerre en ligne, parce que ça a été une véritable guerre. Et vous avez des sites qui organisaient ces campagnes. Je sais que, par exemple, dès qu'on mettait en ligne un article sur l'immigration, sur l'islam, sur ces sujets, vous avez un site qui s'appelle F de Souche, qui est l'un des plus gros sites d'extrême droite en France, qui disait à ses lecteurs allez contrer, voilà, rue 89 parle de ça, avec un lien vers notre site. Allez-y. Et on voyait des gens s'inscrire et tout d'un coup, on voyait fleurir les commentaires racistes. Et on a fini à un moment à passer la moitié de notre vie à faire la guerre aux commentaires racistes, aux commentaires nauséabonds qui fleurissaient sur le site, ce qui a commencé à pourrir la qualité des débats et à faire partir les bons commentaires qui étaient chassés par les mauvais commentaires. Et donc vous avez eu cette montée en puissance qu'on n'a pas suggérée parce qu'on a été un peu désemparé par ce phénomène, qui a été la précurseur de ce qui se passe aujourd'hui. Pendant la campagne électorale française, j'ai participé à une opération de surveillance du web qui était menée qui était financée par la fondation Open Society, la fondation de George Soros, qui est basée à Londres, et qui a mis des gros moyens. C'était après l'élection américaine, donc ils voulaient voir ce qui se passerait s'il y avait le même type de phénomène qu'aux États-Unis. Et avec une société de marketing qui fait de l'analyse de données, on a surveillé le web français pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'on a essayé d'analyser ce que les gens partageaient. Et donc sur 6 mois, vous voyez s'il y a des opérations qui sont montées, parce que vous avez tout d'un coup quelque chose d'anormal ou d'atypique qui apparaît. Et il n'y a pas eu de choses énormes pendant la campagne française, mais ce qui était révélateur et ce qui nous a sidérés, c'est l'ampleur des partages venant de sites qui font ce que vous appeliez tout à l'heure la réinformation de toute cette frange anti-système, c'est-à-dire des gens des sites qui sont les lieux sur lesquels apparaissent les rumeurs, les désinformations. La présence des sites russes est très, très, très forte dans cette mouvance-là. Et on était arrivé à 24% de partage, c'est-à-dire qu'un quart des liens partagés sur Internet en France pendant la campagne électorale, et c'est comme ça que circule l'information, par le partage de liens, un quart des liens provenaient de cette sphère-là, donc de cette frange vraiment très, très extrême dans laquelle il y a tout. Et moi, ce qui m'a surpris, parce que je ne traîne pas souvent sur ces sites-là, c'est à quel point tout ça a été organisé. Vous avez une nébuleuse absolument phénoménale dans laquelle chaque catégorie de la population a son site. Il y a le site pour les Bretons identitaires qui partagent des articles avec les Basques identitaires et les Alsaciens identitaires. Vous avez les végétariens bretons identitaires. Chacun a sa plateforme et tout ça est segmenté d'une manière extrêmement professionnelle. En tout cas, il y aurait, si on l'avait fait nous, c'est-à-dire avec ce fait de ratisser très large en ciblant chaque catégorie de la population, et vous voyez les mêmes articles qui apparaissent de l'un à l'autre. Donc tout ça est extrêmement organisé, et c'est le lieu de la désinformation.
Mais, je vous passe la parole tout de suite, mais en fait, ce que vous décrivez, si on pousse un peu dans le catastrophisme, c'est la disparition de l'espace public, quoi. C'est-à-dire, on est dans la fragmentation totale, la balkanisation totale, chacun dans sa bulle. Alors, je veux dire, jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on peut encore avoir un débat public dans ces conditions? Juste un mot, je retombe sur ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire que le vrai problème, à la limite, c'est moins l'existence de ces gens-là que la perte de crédibilité du repère commun ou de la base commune qui devrait être celle sur laquelle se base et se fonde le débat public. Et c'est ça le problème, c'est comme dans le cas du chiffre que donnait Sylvie, c'est-à-dire que le problème n'est pas le chiffre de la désinformation, il est le fait que dans le débat public, personne n'est capable de contrer ce chiffre et de faire entendre, de trancher à un moment, c'est-à-dire de dire et d'être accepté par les électeurs, non, ce chiffre est faux, parce que voilà l'addition ou la soustraction qui permet d'arriver au bon chiffre. Et il n'y a plus aujourd'hui dans le débat public, en tout cas pour une partie importante de la population dans les pays développés, il n'y a plus ce socle commun sur lequel nous pouvons nous entendre. Romain Badois. Justement, oui, sur la difficulté qu'ont les contradicteurs ou les fact-checkers à faire entendre une autre voix par rapport à ceux qui propagent des fausses informations, il me semble que c'est justement le signe que ce phénomène des fausses informations, il est plus important que des campagnes de désinformation dans le cadre d'élections présidentielles ou d'élections tout court, et que c'est un nouveau symptôme, c'est un peu ce que vous disiez, d'un phénomène plus ancien, plus profond, qui est la crise de la confiance politique et de la perte d'influence des élites intellectuelles, médiatiques, politiques sur une partie toujours plus importante de l'opinion. Et en ce sens, il me semble que ce phénomène des fake news, c'est un nouveau symptôme de cette crise-là, et on peut le comprendre comme ça. Sur les risques de balkanisation, de segmentation de l'espace public, moi, il me semble que c'est justement le principal risque qu'il y a derrière tout ça. Alors c'est déjà le cas depuis longtemps. On sait que le web est segmenté, que les internautes vont avoir tendance à débattre avec les gens qui partagent plutôt leurs opinions, que ce soit sur des forums ou sur les réseaux sociaux. C'est certes accentué sur les réseaux sociaux, mais c'était le cas avant, et puis c'est aussi le cas dans notre vie de tous les jours. Mais il me semble qu'avec ce phénomène de désinformation, on a quelque chose qui se rajoute à ça. C'est une forme d'apathie du public, c'est-à-dire un risque que en fait une partie de la population se désintéresse de l'actualité parce que on irait vers un débat public où il serait impossible de savoir, de déterminer le vrai du faux. Et ce qui peut arriver avec ça, c'est qu'effectivement une partie de la population, certainement les classes moyennes, les classes supérieures, en tout cas ceux qui ont eu accès à un certain niveau d'éducation, se détournent des réseaux sociaux ou des plateformes web pour s'informer, peut-être retournent vers les médias traditionnels aussi, parce qu'ils vont y trouver une certaine forme de label, de bonne information, et qu'une autre partie de la population continue à s'informer dans des espaces où la distinction entre le vrai et le faux sera beaucoup plus difficile à faire. Aujourd'hui, on parle des fake news, parce que c'est la question du moment, mais plus récemment, on a parlé aussi du deepfake. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ces débats-là. Les deepfakes, ce sont des technologies qui permettent notamment de trafiquer des vidéos et de faire croire qu'une personnalité, d'animer la vidéo d'une personnalité pour lui faire dire ou lui faire faire des choses. Et nous, en tant qu'internautes, on est incapable de distinguer si c'est vraiment arrivé ou pas. Alors, des chercheurs l'ont utilisé avec Barack Obama, où on voit Barack Obama tenir un discours qu'il n'a jamais tenu. Mais pour nous, c'est bluffant, on ne fait pas la différence. Alors, pour les internautes, c'est principalement utilisé pour faire des faux films porno, mais ça, le porno est toujours à la pointe de la technologie sur les évolutions du web. Mais en tout cas, ce que ça nous promet, c'est quand même des vidéos, des témoignages de toute forme pour lesquels nous, on sera incapable de faire la différence entre le vrai du faux, et peut-être, justement, à ce moment-là, une forme de segmentation très brutale entre ceux qui iront dans des espaces où il y aura des formes de certification de l'information et ceux qui resteront dans des espaces où tout se mélange, si je puis dire.
Oui, sur la question est-ce qu'il existe toujours un débat public commun, c'est une vraie question parce que aux États-Unis, on est arrivé là déjà à l'extrême où il n'y a, je crois, pas de... La société est tellement divisée et polarisée qu'on n'arrive plus à avoir ce débat. Et je ne pense pas qu'en Europe, on en soit encore là. J'ai fait l'expérience, involontairement, un soir où j'étais aux États-Unis, je sais plus, il y a quelques mois, je ne sais plus quand. En rentrant à mon hôtel le soir, j'ai regardé pendant 1 heure Fox News. Et c'était un moment où il y avait une polémique sur des joueurs de football américain noirs qui refusaient, qui avaient introduit une forme de protestation. Ils mettaient le genou à terre pendant qu'on jouait l'hymne national au début des matchs pour protester contre la discrimination raciale, etc. Et Trump ça avait démarré avec juste un joueur à San Francisco, je me souviens, qui avait fait ça. Et au lieu de laisser la protestation suivre son cours, Trump avait relancé l'histoire pour en faire une vraie question de division politique. Vraiment, ça, c'était très nettement une stratégie pour diviser, pour monter une partie de la société contre l'autre. Et donc, les télévisions, là-dedans, avaient un rôle important. Donc, Fox News, le soir, je regarde à la manière pendant 1 heure. Ils avaient des gens qui venaient témoigner. Il y avait Steve Bannon qui était là aussi à ce moment-là, etc. Et le lendemain, je me dis, vraiment, ils y vont fort. Bon, bref. Le lendemain matin, je me lève et je mets CNN pendant 1 heure. Et là, je vois totalement autre chose. C'est-à-dire que j'avais l'impression de m'être endormie dans un pays et de me réveiller dans l'autre. Parce que les deux narratifs étaient totalement différents, les faits étaient différents, évidemment la présentation était différente, les gens qui étaient interviewés disaient des choses totalement opposées. Voilà. Et là, on comprend que ceux qui sont nourris par Fox News et ceux qui sont nourris par CNN ou les grands networks et qui se retrouvent au boulot dans la journée, mais de quoi ils parlent? Ils parlent pas de la même chose. Les discussions autour de la machine à café, vraiment, ça doit être assez dur, ou alors elles n'existent pas. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un débat public commun dans ces conditions? Je crois qu'en Europe... En France, on n'en est pas encore là. Il y a effectivement le phénomène des bulles cognitives sur Internet, des sites... mais je pense... alors peut-être que je me trompe complètement, on en discutera peut-être, mais je ne pense pas qu'on ait dans les grands médias comme les télévisions des narratifs à ce point différents. Ce qui est intéressant d'ailleurs par rapport à ça, c'est les tentatives aujourd'hui. La tentative, par exemple, qu'a faite Jean-Luc Mélenchon avec le Média, de lancer un média alternatif qui avait son propre code de valeurs et son système de représentation parallèle, et qui a un peu implosé en plein vol parce qu'il n'a pas réussi à créer une sorte de centre de ralliement de son univers, qui est relativement important numériquement, avec, si on prend ses résultats électoraux, et qui pourtant ne se sont pas retrouvés autour du média. C'est-à-dire que cette idée de faire à la Fox News, mais de l'autre côté, un univers complet dans lequel on aurait sa parole, sa vision du monde, sa vision du conflit syrien, etc., n'a pas résisté au test du réel. Et c'est très difficile. Et c'est vrai qu'on est, de ce point de vue-là, l'extrême droite a mieux réussi. C'est-à-dire qu'elle a son univers numérique qui est bien ancré maintenant. Mais sur le plan de l'audiovisuel, par exemple, ça n'existe pas en France. Effectivement, on n'a pas de ce type de chaîne. Là où on a un problème aujourd'hui, c'est que il y a plusieurs manières. La question, finalement, c'est comment on résout, ou on essaye de résoudre, on en sort. Voilà. Et on peut il y a plusieurs manières. L'une des manières, c'est évidemment que le journalisme professionnel retrouve un niveau de confiance de l'opinion qu'il a perdu. Et qu'il a perdu
de manière bien antérieure à tous ceux dont on parle. L'érosion de la confiance des citoyens dans la presse est antérieure, elle est datée. On a ce sondage annuel de la Croix sur la confiance des citoyens dans les journalistes. Depuis, ça fait maintenant 25-30 ans que la courbe descend inexorablement d'année en année. Donc c'est antérieur à l'apparition d'Internet, des réseaux sociaux qui ont changé la donne il y a une douzaine d'années. Donc comment... Et là, les journalistes ont besoin de balayer devant leur porte. Ils ont commencé, il y a beaucoup de... le journalisme n'est pas immobile face à cette situation. J'étais la semaine dernière aux assises du journalisme qui se tenaient à Tours. Je veux dire, c'est un des lieux où la profession essaye de se remettre en question, de discuter de ses pratiques, etc. Le problème, c'est que le journalisme se porte mal économiquement, parce qu'on est dans un moment, là encore, de bascule de système. Le système économique sur lequel le monde de l'information a vécu pendant 100 ans s'est écroulé. Le nouveau système, ou un nouveau monde, peine à émerger. Les réseaux sociaux ont capté une partie de la valeur, de la richesse de cet univers. Vous savez, quand on a lancé Rue 89, Facebook, ça existait à peine. C'était un site pour draguer dans les facs américaines. Ça n'avait aucune importance dans notre univers. Twitter n'existait quasiment pas. Les smartphones n'existaient pas non plus. Aujourd'hui, Facebook et Google captent 70% des recettes publicitaires en ligne. 70%. Des gens qui n'existaient pas dans cet univers il y a 10 ans. Et donc, quand vous construisez un modèle économique qui avait été notre tentative en 2007, vous vous retrouvez avec une captation de valeur par des acteurs extérieurs qui est phénoménale. Et donc, soit vous êtes le monde qui, effectivement, réussit à attirer des abonnements numériques et à commencer la bascule du papier vers le numérique parce qu'il y a la prime au leader. Voilà, si vous voulez des informations aujourd'hui, vous allez voir Le Monde, mais il est quasiment le seul à avoir réussi disons, un virage vertueux vers un autre modèle économique. Il n'y a pas beaucoup d'autres sites qui y arrivent, beaucoup de médias qui y arrivent. Ce qui s'est passé... je ne sais pas si vous avez vu hier l'annonce par l'Express que l'Express est mort, devient... voilà, on est encore dans cette transition des médias qui rend tout ça très compliqué. Alors oui, j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment pour parler effectivement des solutions qu'on peut envisager pour pas rester complètement démoralisé et puis pour avoir le temps de prendre des questions de la salle aussi. Mais quand même, j'en profite d'avoir deux grands journalistes à cette table pour demander, voilà, cette perte de confiance dans les journalistes, il y a peut-être aussi quelque chose que les journalistes n'ont pas vu ou qu'ils ont fait de travers, peut-être sur cette absence de pluralité des opinions ou d'intégrer aussi des voix qui étaient à la marge. Et est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'ils ont compris, qu'ils ont appris, qu'il y a des initiatives du côté des grands journaux, des grands médias de nature à permettre de retrouver une confiance, Sylvie Kaufmann? Alors, une prise de conscience, oui, je pense qu'elle a été même assez brutale. D'abord, on a failli tous, à un moment donné, mourir, enfin nos journaux, y compris Le Monde. Et puis il y en a qui disparaissent, en effet. Donc non, je crois qu'il y a eu une phase où on a compris qu'on n'était plus les rois, ce que Pierre a décrit tout à l'heure, où on a perdu complètement non seulement le monopole de la parole, mais le monopole de l'autorité. Donc il y avait cette décrédibilisation qui affectait toutes les institutions, pas seulement les médias, mais aussi les institutions politiques et tout ça, qui en effet a commencé avant Internet et qui a été précipité par Internet. Voilà, donc là, je crois qu'il y a quand même eu une grosse déstabilisation entre la perte du modèle économique, la peur de mourir réelle, enfin de disparaître, et puis cette remise en question assez violente, souvent, y compris sur les forums, dans les commentaires et tout ça. Donc, moi, j'ai l'impression quand même qu'on a perdu beaucoup de notre arrogance, peut-être que pas assez de l'avis de certains, mais
je sens quand même, bon, depuis le temps, je suis probablement dans ce métier aussi longtemps que Pierre, je trouve qu'il y a quand même un gros changement. Bon, alors, à Libération, vous étiez moins imprégné de cette espèce de sens de supériorité qui faisait la marque du monde, mais qui était régulièrement attaqué d'ailleurs. Donc, mais quand même, je pense qu'on a tous un peu compris que ça avait changé. Voilà, après, je pense qu'il y a toujours des tas de problèmes au niveau de la formation des journalistes, de la diversité. Ça, on a toujours un gros problème là-dessus dans les médias traditionnels, et dans le recrutement, hein, j'entends. Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de domaines dans lesquels on doit s'améliorer, mais il me semble qu'on est quand même plus à l'écoute des lecteurs parce qu'on a besoin de survivre. Donc sur le net, par exemple, on est beaucoup plus dynamique qu'avant, on est beaucoup plus ouvert, on est tout le temps en train de chercher, parce qu'on est poussé à l'innovation permanente, hein, en termes de produits à proposer, parce que sinon on disparaît. Donc je crois qu'on est quand même beaucoup plus... On est en permanence en train de regarder ce qui se fait sur les réseaux sociaux, ce que consomment les gens, où est-ce qu'ils vont chercher leurs nouvelles, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir. Enfin voilà, il y a cette chose-là qui n'existait pas avant. Est-ce que ça va vers la qualité de l'information? J'en sais rien. Vous savez, quand on lance un produit sur Snapchat, par exemple, une application, c'est très sympa, ça attire des jeunes. Alors, est-ce que vraiment ces jeunes, après, ils vont consommer? J'en sais rien, on n'en sait rien, on essaye tout. Voilà, Bon, après, on a pris pas mal d'initiatives pour essayer d'améliorer la crédibilité de ce qu'on fait, et notamment pour lutter contre la désinformation. Donc ça, je peux peut-être en dire un mot. Libé avait commencé, je pense que c'est Libé qui a commencé avec ce truc, cette rubrique Intox, non, c'était quoi? Intox, désintox, voilà, Intox, désintox, qui était très bien, qui donnait une information, en général une déclaration politique, qui était de l'intoxication assez évidente, et donc en regard qui donnait la vérité. Nous, on a mis en place quelque chose qui s'appelait les décodeurs, qui était un peu sur le même procédé, avec peut-être un peu plus de moyens. Et puis, c'est devenu plus récemment Décodex. Donc là, c'est carrément une utilisation de la technologie pour essayer d'identifier les sites crédibles et les sites pirates ou bidons ou faux, voilà, qui essayent d'induire les gens en erreur. Alors évidemment, il y avait un piège qui était celui de s'ériger en juge et en arbitre nous-mêmes. On a très vite découvert les risques de ce piège, mais on pousse. Donc on a pris on a corrigé pas mal de choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que Facebook a compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait là. Facebook, donc c'est le problème de ces plateformes d'Internet qui diffusent des informations, c'est qu'elles refusent de se considérer comme des médias. Parce qu'à partir du moment où on est un média, on a des obligations, on a des responsabilités, on a des codes de déontologie qu'on doit respecter. Ces plateformes n'ont aucune envie de se soumettre à tout ça. C'est trop compliqué. Voilà, elles ont des activités beaucoup plus vastes. Voilà. Donc, elles essayent de s'associer aussi à des médias pour profiter de ce qu'on fait sans... voilà. Donc, on a ce partenariat. La plupart des médias français, je crois, ont ce partenariat avec Facebook. En tout cas, il y a... en tout cas, il y a des grands médias. Il y a Libé, il y a l'AFP, il y a Le Monde, il y a France TV, je crois. Enfin bon, bref, je ne veux pas mentionner des titres dont je ne suis pas sûre. Mais voilà, ça, c'est des choses qui sont tentées.
qui vont évoluer parce qu'on ne sait pas où on va au départ. Tout ça évolue quand même énormément avec la technologie, avec les modes de consommation des gens. Et puis, il y a une autre initiative qu'on a prise que je trouve extrêmement intéressante, qui est l'éducation aux médias. Alors, on s'est associé avec l'AFP. On a créé une association qui s'appelle Entre les lignes. Et là, on a nos journalistes et ceux de l'AFP qui vont dans des écoles, dans des classes de collège et de lycée, pour essayer d'expliquer aux jeunes, alors en 2 séances avec des outils éducatifs qu'on a mis au point, essayer d'expliquer aux jeunes comment comment lire des nouvelles sur leur smartphone, comment consommer des nouvelles, comment essayer d'identifier quelque chose qui est objectivement ou de toute évidence faux, comprendre ce que c'est qu'une source, ce que c'est qu'une... Enfin voilà, juste leur apprendre à utiliser l'information avec discernement. Voilà, bon, on le fait autant que possible, mais je crois que c'est quelque chose de très utile et qui se répand. Enfin, c'est une technique, on n'est pas les seuls maintenant. C'est vrai qu'en schématisant, on se dit qu'il doit y avoir des solutions peut-être du côté du métier, de la déontologie des journalistes, peut-être aussi du côté de la puissance publique ou du côté d'une régulation des plateformes. Romain Badouard, comment est-ce que vous voyez les solutions peut-être rapidement pour qu'on puisse prendre des questions? Alors, depuis... tout à l'heure, effectivement, on parle des fausses informations comme un danger, un risque pour le débat public, mais une trop forte régulation des fausses informations peut aussi être un danger pour le débat public. Et notamment dans les pistes qui sont évoquées pour ce qui a été qualifié de loi anti-fake news, il me semble qu'il y a à la fois des propositions intéressantes et d'autres qui sont un peu plus problématiques. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui touche à la transparence, à l'injonction à la transparence qui est faite aux plateformes. C'est-à-dire qu'on va demander très concrètement à Facebook de rendre publiques les informations sur la manière dont les encarts publicitaires sont attribués sur son réseau social. Et nous, en tant qu'internautes, on pourra savoir qui est derrière, qui a payé pour que je puisse voir telle information. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui, me semble-t-il, va dans le bon sens. Après, ce qui fait controverse, c'est plutôt cette nouvelle procédure qui permettrait de saisir un juge pour faire retirer un contenu dans un temps très court et qui pose plusieurs types de problèmes. D'abord sur la manière dont un juge, quelle légitimité aurait un juge pour pouvoir se prononcer en si peu de temps sur la véracité d'une information. Et puis il me semble surtout que l'enjeu derrière cette nouvelle procédure, c'est plutôt de faire pression sur les plateformes elles-mêmes, puisque ça fait longtemps que les pouvoirs publics demandent aux plateformes de davantage s'investir dans cette régulation. Et on imagine bien que si quelqu'un signale un contenu parce qu'il l'a vu comme il le considère comme étant faux ou haineux d'ailleurs, avant de saisir un juge, il va le signaler à la plateforme. Et on imagine très bien qu'une plateforme comme Facebook va avoir tout intérêt à censurer beaucoup plus que pas assez, de peur justement d'avoir à payer une amende que lui imposerait un juge. C'est ce qui s'est passé en Allemagne avec la loi qui est passée et qui menace les réseaux sociaux d'une amende de 50 millions d'euros si un contenu n'est pas retiré dans les 24 heures. Donc ça, il me semble que c'est un des risques que les réseaux sociaux se mettent à trop censurer, alors que effectivement on parle des mauvais côtés de ces réseaux sociaux depuis tout à l'heure. Encore aujourd'hui, ces réseaux sociaux restent quand même des outils au service de la démocratie, en permettant à tout à chacun de donner son avis, de produire des informations, même si tout cet écosystème a aussi ses mauvais côtés. Et puis un autre problème aussi, alors je suis pas juriste, mais il me semble que si on saisit un juge en référé pour se prononcer sur la véracité d'une information, si le juge refuse de se prononcer, ce qui est tout à fait possible, il donnera aussi l'impression de légitimer l'information. C'est-à-dire en disant « je ne veux pas me prononcer sur cette information » ou « je ne peux pas le faire », il donnera paradoxalement l'impression qu'en fait elle est vraie et qu'elle est fondée. Donc c'est vraiment quelque chose qui me semble assez risqué, en tout cas qui fait polémique. Oui. Juste un petit élément. Dans le cadre de toutes ces expérimentations, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit pour tenter de changer la donne sur ce plan-là, Reporters sans frontières est en train de travailler sur une initiative qui sera annoncée le 3 avril lors d'une conférence de presse à Paris, qui est l'idée de créer une norme ISO du journalisme.
Alors ça peut sembler extrêmement bizarre. Les normes ISO, vous savez, c'est ce qui, c'est sur les circuits électriques, le béton, tout dans la construction, c'est très important. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez qu'une maison est solide et qu'elle est habitable. Et on s'est posé la question, pour inverser la proposition, l'idée n'est pas de lutter contre les fake news, elle est de favoriser les contenus de qualité. Donc au lieu de faire une liste noire des contenus à éliminer, on ferait une liste blanche des contenus ou des sources à valoriser, avec un certain nombre de critères qui seraient la transparence sur la propriété des médias, l'existence d'une charte déontologique interne, le fait qu'il y ait des journalistes professionnels et pas des robots, enfin tout un tas de critères sur le processus industriel de fabrication de l'information. Et qui permettrait de donner un label, donc une norme ISO aux plateformes, aux sources qui ont répondu positivement à tous ces critères, et qui serait ensuite négocié avec les plateformes Facebook ou Google, en leur demandant de valoriser ceux qui ont ce label au détriment de ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que quand on fait une recherche sur Google, les gens vont rarement au-delà de la première page de résultats et rarement au-delà des 5 premiers résultats. Si dans ces 5 premiers résultats, vous avez automatiquement les sources qui ont le label qualité de l'information, ça n'élimine pas les autres et vous pouvez les retrouver si vous les cherchez, mais au moins ça met en avant des sources qui peuvent se tromper, parce que tout le monde peut faire une erreur, mais en tout cas qui n'ont pas les conditions, disons, de la désinformation, qui ne sont pas dans cet univers-là. C'est une initiative qui est prise au niveau européen. Elle a été négociée avec les fédérations de syndicats de journalistes, avec les éditeurs de presse, avec des think tanks, avec des chercheurs, etc. Et elle est en train d'être développée techniquement avec les instituts de normes qui sont aujourd'hui assez au point sur ces données immatérielles. Il y a aujourd'hui des normes, par exemple, sur la responsabilité sociale des entreprises. Vous avez une norme ISO pour les entreprises qui répondent à des critères de responsabilité sociale, donc, ou environnementale. Donc là, on rajoute cette dimension-là qui ne répondra pas à l'ensemble du problème, mais qui est un élément de plus pour peut-être rendre plus civilisé l'univers des réseaux sociaux. Et moi, je partage totalement ce que vient de dire Romain, c'est effectivement la partie positive de cet univers reste considérable. Et loin de moi, par exemple, l'idée de dire fermons Facebook et passons à autre chose. Ça serait absurde. Oui, c'est frappant de dire que vous avez dit ça tous les trois. Alors moi, j'étais d'humeur un peu plus pessimiste sur la régression démocratique que ça peut représenter, mais très bien, restons sur cette touche plus positive. Avons-nous des questions dans la salle ? Bonjour, Kalaora, je suis anthropologue. Je vais lire juste ce que j'ai écrit pour être assez rapide. Cette situation de quasi-guerre, finalement, que vous décrivez, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, enfin, vous l'avez plus ou moins suggéré, que c'est le symptôme, finalement, de la fin je dirais, d'un idéal de civilité et de citoyenneté qui a été au cœur, effectivement, de nos sociétés démocratiques, et auquel se substitue... d'une part, des choses paradoxales, d'une part la mondialisation, mais aussi la ghettoisation, enfin des formes de ghettoisation et de fragmentation de plus en plus grandes, qui fait qu'on compense d'une certaine façon l'impuissance qu'on a à agir sur la société par un sentiment de toute puissance qu'on peut le faire par les réseaux. C'est ma première question. Est-ce que d'une certaine manière,
c'est pas le fruit de la dépossession, finalement. On ne peut plus parler de citoyens, des individus par rapport à leur possibilité d'agir et de changer, pas le monde, mais d'agir sur la société. Puis ma deuxième question, est-ce que cette situation, est-ce que c'est le propre exclusivement des pays démocratiques? Est-ce qu'on le retrouve effectivement dans d'autres pays, comme la Russie dont vous avez parlé? Est-ce qu'on retrouve ce type de phénomène extrême du culte qu'on pourrait qualifier du culte des égaux, quoi, voilà. Merci pour ces deux questions. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, on peut peut-être en prendre une troisième et on commence comme ça et on fera une deuxième série. Merci. Lucille Schmid, je suis comme Anne-Lorraine à la revue Esprit. Je voulais poser une question par rapport à la relation entre la presse, les médias et la parole politique. Puisque tout à l'heure, Sylvie Kaufmann, vous évoquiez le fait que la propagande, la désinformation, la rumeur, etc., c'est aussi instrumentalisé par le politique. Et Donald Trump en fait un exemple remarquable avec les réseaux sociaux, avec le tweet. Et c'est la première fois qu'on voit un président d'un grand État, du plus grand État, deuxième puissance mondiale après la Chine maintenant, mais en tout cas, on voit le président d'un très grand État qui utilise le réseau social pour désinformer, propagander, etc. Et au fond, est-ce que ça ne nous invite pas, en dehors du contrôle des plateformes, à regarder du côté du journalisme autrement la question, je ne sais pas si c'est l'évaluation de la parole politique, comme fake news, mais en tout cas, dans les campagnes électorales, vous l'avez rappelé, avec le Brexit, on utilise la fake news, et pas seulement sur les bus, c'est-à-dire qu'il y a aussi une parole politique qui est une fake news. Donc est-ce que les journalistes ne devraient pas s'intéresser à cette question de la parole politique comme fake news, aussi au nom du fonctionnement démocratique, et pas seulement parce que quand on est un élu ou un homme puissant politique, on a le droit de dire n'importe quoi. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est que tout à l'heure, Pierre Aski, vous avez évoqué l'économie, et vous avez dit qu'au fond, on peut faire la fake news pour s'enrichir, enfin pour gagner de l'argent. Il faut aussi s'intéresser donc au fonctionnement économique et pas seulement contrôler les plateformes. Il y a un élément de contrôle de la parole politique et du fonctionnement économique, et pas seulement du contenu... ou de la plateforme comme outil. Il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là, les émetteurs politiques et les émetteurs économiques. Alors, ça fait 4 questions déjà. Je ne sais pas qui voudrait prendre quelle question. Pierre Aski, je crois que vous connaissez bien l'Internet chinois. Alors, peut-être. Voilà. J'allais répondre à la deuxième question de monsieur sur ce qui se passe ailleurs dans le monde non démocratique, si on peut dire. Il s'est passé quelque chose de très intéressant en Chine, c'est que l'émergence d'Internet a ouvert un univers qui n'existait pas précédemment. Nous, le contraste n'était pas aussi grand chez nous. Internet n'est pas arrivé dans un univers fermé. Il a changé la donne, mais il n'a pas ouvert des portes de ce point de vue-là. On pouvait s'exprimer avant. En Chine, ce n'était pas le cas. Et les Chinois s'en sont emparés d'une manière double, à la fois pour cultiver un ego propre au web en Chine comme ailleurs, et on a vu ces phénomènes en Chine, et évidemment pour une parole contestatrice, en particulier sur les émotions, parce que ce que le gouvernement chinois n'a pas su maîtriser pendant longtemps, aujourd'hui il le sait, ce ne sont pas les contestations politiques, c'est-à-dire des réseaux organisés clandestins qui utiliseraient Internet pour se faire entendre. Ça, ils savent faire, ils savent trouver les coupables et les enfermer très vite. En revanche, ce qu'ils ne savaient pas gérer, ce qui est propre à Internet, c'est la viralité des émotions. C'est-à-dire, vous avez je donne un exemple, il y a eu une catastrophe ferroviaire il y a quelques années, un TGV qui est tombé d'un pont, et au bout de 48 heures, le gouvernement a arrêté les secours en disant il n'y a plus de survivants, et ils ont commencé à tout emmener parce qu'il fallait produire très vite, rétablir les trains, etc. Et tout d'un coup, on a trouvé une petite fille vivante sous les décombres qui avait survécu. Et cette petite fille est devenue, a été partagée, mais des millions, voire peut-être des milliards, en Chine, tous les chiffres sont toujours impressionnants, de fois, comme le symbole d'un régime ou d'un pouvoir inhumain, qui n'avait pas d'humanité, etc. Et ça, en l'espace de 2 heures, vous avez toute la Chine qui avait partagé cette image de cette petite fille qui était accusatrice d'une certaine manière. Et ça, vous pouvez avoir tous les systèmes de censure, vous ne savez pas contrôler cette viralité absolument massive.
Aujourd'hui, ils savent. C'est-à-dire que la Chine est sans doute le pays qui est en train d'utiliser la technologie de la manière la plus totalitaire qui soit, puisque vous avez ce système du compte social. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Chaque citoyen a une sorte de permis à points qui est basé sur toutes les données, et là, ils vont plus loin que Facebook, toutes les données, toutes les interactions que vous avez dans votre vie. Vous traversez alors que le passage piéton est au rouge, vous perdez un point parce que vous avez été filmé par une caméra reconnaissance faciale et ça va directement sur votre compte. Vous avez fait un commentaire négatif sur le président Xi Jinping, vous perdez 3 points, etc., etc. Et ça conditionne votre ranking, votre rang, classement, social ranking, conditionne votre accès à certaines professions. Par exemple, si vous avez un mauvais score, vous ne pouvez pas devenir enseignant, vous ne pouvez pas devenir fonctionnaire. Et là, ces derniers jours, on disait même que ça pourrait vous empêcher de voyager, de monter dans un train ou dans un avion. Donc on a cette dystopie qui est effrayante, mais que la technologie aujourd'hui permet de faire à l'échelle d'un pays d'1,4 milliard d'habitants. Et vous savez, le patron de Google, l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, a publié un bouquin il y a 2-3 ans dans lequel il disait une chose. Il parlait du monde idéal dans lequel les plateformes comme Google remplaceraient les États. Parce qu'il disait, voilà, les États sont devenus incompétents, nous, on sait faire. On a les données, on a la technologie, on a l'argent. Laissez-nous faire, en gros. C'était son plaidoyer. Mais il y avait tout un passage sur la sécurité qui était assez terrifiant, dans lequel il disait une personne qui n'a pas d'empreinte numérique, qui n'a pas de compte Facebook, qui n'a pas de compte Google, qui n'a pas etc., sera fouillée 2 fois plus qu'une personne qui a un compte Facebook dans les aéroports. Parce que c'est un comportement asocial de ne pas avoir un compte Facebook. Et donc, et là, ça rejoint la Chine. C'est-à-dire que vous avez votre double numérique qui vous suit et qui dit si vous êtes respectable, pas respectable, si vous pouvez monter dans l'avion tranquillement sans passer par la case contrôle, ou si on doit vous fouiller parce que vous êtes suspect. C'est bien, entre les Chinois et Google, je ne sais pas quel avenir je préfère. Alors, on avait une question sur la civilité et une question sur le mensonge politique, quand même. Il y avait 2 micros. Sur la civilité, oui, je suis assez d'accord. Et la ghettoisation, je suis assez d'accord avec vous, mais ça dépasse largement le problème du journalisme. Là, je dois dire, nous, on ne peut qu'observer et raconter, mais je pense que c'est un problème de la société, tout entière. Et voilà. Donc, très modestement, je m'arrêterai là sur ce constat. Alors, sur la parole des politiques, oui, je suis tout à fait d'accord. Les journalistes tentent de contrôler ça, de vérifier aussi. On a aussi ce système de fact-checking, notamment à la télévision. Enfin, je pense qu'il y a une beaucoup plus grande agressivité qu'avant quand même des journalistes. Il y a moins de docilité d'une certaine manière des journalistes. Il y a un plus grand esprit critique, je crois, par rapport à la parole des politiques, mais ça n'est pas suffisant. Je crois que dans les grands médias, on est encore beaucoup trop, alors ça c'est mon opinion personnelle, on est encore beaucoup trop dans la négociation avec les politiques. Vous dites ça, on dit on accepte ça, on vous donne ça, on vous donne tel temps. Enfin bon, tout ça est encore très négocié, beaucoup trop, moins qu'avant, moins qu'avant, oui. On leur laisse moins de marge de manœuvre qu'avant. Mais alors, il y a cet éternel débat, par exemple, dans la presse écrite sur la relecture des interviews qu'on n'arrive pas à résoudre parce qu'il faudrait que tout le monde ait la même... Mais ça, alors, il y a des pays où c'est totalement... personne n'accepte... Les journaux, les médias n'acceptent absolument pas de faire relire les interviews. Par exemple, aux États-Unis, jamais un président ne demande à relire une interview qu'il a donnée. En France et en Allemagne,
les politiques demandent et d'ailleurs c'est tellement répandu que maintenant tout le monde demande à relire son interview pratiquement, pas seulement les politiques mais les chefs d'entreprise, les universitaires, enfin bon. Et moi je trouve ça normal. Alors on a très souvent ce débat, on a un comité de déontologie au monde, c'est une des questions dont on discute, dont je fais partie. Mais voilà, ça ne peut marcher, ça, par exemple, que si tous les médias se mettent d'accord. Voilà, ça, on n'a jamais vraiment essayé. C'est vrai aussi, je pense à Donald Trump, parce qu'évidemment, c'est tellement l'exemple typique de ce qui ne va pas. Mais par exemple, le New York Times compte régulièrement les mensonges de Donald Trump, mais ça ne change rien. Alors, oui. Voilà, c'est ça aussi. C'est la limite du journaliste, c'est que c'est sa crédibilité de toute façon. Donc on peut toujours mettre en face d'une interview intox, désintox, on peut toujours faire ça. Je ne suis pas sûre que le journaliste est beaucoup plus crédible, a plus de crédibilité que l'homme ou la femme politique aux yeux du lecteur. Alors ce que fait le New York Times et je crois maintenant d'autres jours, même le Washington Post le fait aussi, c'est que quand par exemple ils interviewent Trump, il balance le script, la transcription totale. Et là, c'est extraordinaire, je dois dire. C'est beaucoup. c'est terrible, quoi. Vraiment, d'avoir tout brut, le verbatim du début jusqu'à la fin, c'est dramatique pour Donald Trump. Aux yeux des lecteurs du New York Times. Voilà, on est à nouveau dans ce double, dans cette polarisation qui fait que les lecteurs du Failing New York Times vont être horrifiés en lisant le verbatim de Trump, mais si c'est mis sur le site de Breitbart News, qui était le site que dirigeait Steve Bannon, qui est donc lu par les supporters de Trump, ils vont trouver ça génial. Voilà, donc je ne sais pas quelle est la solution. Juste pour rebondir sur la question des incivilités, c'est sûr que sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier, on a des codes du débat, une culture du débat qui est très différente de la culture de débat qu'on peut avoir dans les autres espaces médiatiques, et notamment justement sur cette question de l'agressivité dans le débat. Et on constate un phénomène de brutalisation quelque part de ce débat public en ligne. Mais d'un côté, ce qui est assez étrange, c'est que cette agressivité, elle semble assez acceptée par les internautes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études sur les délibérations en ligne qui tendent à montrer que c'est pas parce que les gens sont agressifs qu'ils vont pas argumenter ou que leur interlocuteur ne va pas avoir envie de leur répondre. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène assez amusant amusant entre guillemets à observer. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est tout ce qui touche au phénomène d'intimidation ou de harcèlement collectif quand des personnes prennent la parole sur les réseaux sociaux, qui les trollent, etc., qui a pour conséquence un phénomène assez largement répandu d'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus prendre la parole sur les réseaux sociaux, qui n'osent pas prendre la parole parce que ils savent qu'ils vont s'exposer à des réseaux plus ou moins organisés qui vont chercher à les afficher, à les pourrir, à les dénoncer, à les harceler, etc. Et donc ce phénomène d'autocensure, en fait, il nuit aussi au débat public de manière indirecte en poussant certaines opinions à être tues. Est-ce que nous avions d'autres questions? Alors, je vois une au fond, il y avait une aussi, et une devant, et les 3 questions par là. Oui. Bonsoir, donc je m'appelle Valéria Blanc et je suis doctorante dans le domaine de l'histoire. Donc, très souvent, on dit qu'il faut croire à ce qu'on voit. Mais je me souviens qu'au moment où la révolution a commencé dans la ville de Timișoara en Roumanie, on voyait sur la télé, a priori, des cadavres, normalement, des personnes qui étaient fusillées. Et tout de suite après, on nous racontait que c'était une mise en scène. À ce moment-là, j'ai perdu beaucoup de la confiance que j'aurais pu donc accorder aux médias. Mais la question que je me pose en dehors de ça, c'est a priori par rapport au métier du journaliste. Parce qu'on dit que les journalistes, ils transcrivent une vérité à un moment T. Hein? Une vérité qu'ils se rendent compte au moment, disons, juste avant qu'ils écrivent. Hein? Et ce n'est pas une vérité forcément qui reste dans le temps.
comme en principe font les historiens. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce problème précis de journaliste. Merci. Oui, bonjour, je suis Edwige Gersmann, je suis architecte. Et j'avais... Allô ? Oui, j'avais une question d'un double sujet que je trouve manque dans la discussion ce soir. C'est sur la gratuité de l'information. Et c'est en dédoublement de la gratuité, de l'immédiateté, de la rapidité de la transmission de l'information. Parce que je dirais que la grande différence entre ce qui sont les médias crédibles, avec des journalistes qui travaillent derrière, qui font un boulot de fond qui prend du temps et qui, du coup, doit coûter de l'argent, est en contradiction dans la société moderne dans laquelle on vit, où tout doit arriver tout de suite et de plus est qui doit être gratuit. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur cette norme ISO de Médecins Reporters sans frontières. Et je me demandais justement si ça pourrait pas être une sorte de innovation un peu contre-productive, même si je fais confiance à Reporters sans frontières et si en soi, je doute pas ses capacités d'analyse, mais de tout concentrer autour d'une seule association en l'occurrence, qui serait je ne suis pas au courant des termes exacts de cette norme, mais qui serait en capacité de dire si cette information est plausible ou non. Je pense que ça pourrait peut-être justement tendre à une espèce pas de dictature, mais de centralisation en fait, qui serait peut-être justement contre-productive. Et c'est un peu comme Le Monde, voilà, qui crée cet indice et qui finalement se met l'indice vert à lui-même. Donc c'est un peu un espèce de... qui peut être paradoxal. Voilà. Quelle question ? Sur la gratuité et la qualité, oui, c'est un grand problème. C'est-à-dire que c'est vrai que pour produire de l'information de qualité, il faut de l'argent, il faut du temps, il faut des gens qui soient formés. Voilà, donc je crois qu'on a tous constaté, en France en tout cas, qu'on a moins de temps qu'avant pour faire des enquêtes, alors quelques médias y arrivent encore. Mais bon, on doit produire plus. Par exemple, un correspondant à l'étranger pour Le Monde, avant, il faisait un article par jour, il faisait un article pour le quotidien. Ça pouvait être plus qu'un article par jour, ça pouvait être aussi une grande enquête qu'on faisait pendant une semaine ou 10 jours, enfin bon, selon où on partait en reportage. Maintenant, il faut alimenter le site, il faut le site web, il faut faire la matinale, ceci, le soleil, il y a plein de produits, il faut participer à des conférences parce qu'on diversifie les revenus. Et donc voilà. Donc c'est vrai que le journaliste, en général, a moins de temps pour produire plus. Voilà. Donc c'est un paramètre économique dont il faut tenir compte. Sur la vérité, alors ça c'est un immense débat. Bon, l'affaire de Timișoara est effectivement un des grands exemples de falsification de l'information et de pièges dans lequel pas mal de journalistes sont tombés. Voilà, je crois que les journalistes, d'abord, c'est pas une science exacte. Ensuite, de même que l'histoire non plus n'est pas une science exacte, je crois. Il y a des journalistes très professionnels, il y en a qui le sont moins. C'est comme toutes les professions. Et puis, voilà, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Je pense qu'il y a des journalistes très professionnels qui voient une vérité à un moment donné et qui la transmettent. Et puis, il se peut que d'autres aient vu une autre vérité. Il y a tout ce débat sur
sur la subjectivité qui est un vrai débat. Les journalistes sont des êtres humains avec une formation culturelle, etc. Donc voilà. Mais je pense que ça se rapproche aussi assez bien des débats sur les historiens. Parce que ce que font les journalistes souvent, c'est de l'histoire immédiate finalement. Donc voilà. Oui, c'est une enquête, quoi. On peut avoir une enquête journalistique, historique, judiciaire, mais il y a une sorte de méthode d'enquête. Oui, alors peut-être Romain. Oui, alors sur votre remarque sur la norme ISO, alors je laisserai Pierre Aski répondre, mais sur ce qu'ont fait les décodeurs du monde avec leur système de codage de couleurs vert, orange, rouge, en fait, le parti pris, le postulat des décodeurs du monde, elle s'entend, elle est de dire qu'on peut juger de la pertinence d'une information, non pas en fonction de ce qu'elle dit, mais en fonction de la manière dont elle a été fabriquée, et si elle a répondu à un certain nombre de critères déontologiques des journalistes qui sont réunis dans la charte de Munich et dans les chartes éthiques des différentes rédactions. Après, la controverse, c'est effectivement qui est le monde pour être en position de juger parti sur le marché de l'information. Peut-être que vous aurez aussi les mêmes critiques avec la norme ISO. En tout cas, il y a aussi d'autres pistes, et les décodeurs du monde le disent eux-mêmes. Ils disent nous on l'a fait parce que ça n'existait pas, mais on cherche aussi à ouvrir ces modes de régulation collective, au collectif. Et c'est vrai que la manière dont fonctionne le web, elle donne aussi beaucoup de place à l'intelligence collective et au travail des internautes. Il y a des associations, je pense à Savoir Commun, qui avaient notamment émis l'idée de créer un Wikipédia des sources d'informations en ligne où, de manière collaborative et transparente, les internautes pourraient contribuer à sourcer les sources d'informations et à discuter entre eux des critères de pertinence qui font qu'une source peut être fiable ou pas. En tout cas, il y a des pistes comme ça qui peuvent être intéressantes à creuser. Merci. Alors, juste un point sur Timișoara. Alors c'est vrai que c'est une date clé parce que, de fait, je pense que ça a précipité la perte de confiance dans les médias. Je pense que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le point de départ, mais en tout cas, c'est un moment charnière dans la perte de confiance. Et c'est une histoire sur laquelle il y a eu des colloques, il y a eu des livres, il y a eu beaucoup de travail. Il se trouve que Libération a été un des journaux qui ont véritablement plongé dans le piège. Et c'est toujours intéressant de voir le déroulé d'une affaire comme ça. À l'époque, la Roumanie était donc un pays fermé. Les journalistes avaient réussi, il y avait un envoyé spécial de Libération à Timișoara, qui était totalement isolé du monde parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'écho, etc. Toute la journée, en fait, c'est une opération de déstabilisation qui a été menée par la Yougoslavie. Je ne sais pas si vous avez su par la suite, mais c'est la télévision yougoslave qui a tourné les images de ces cadavres à Timișoara et qui a construit tout autour la narration du charnier, des 5000 morts. C'est devenu 5000 morts dans la journée, alors que sur les images, on en voit une vingtaine. Et c'est eux qui ont introduit ces images dans le circuit international de l'information à un moment où la Roumanie était fermée. Et ces images ont pris dans la journée une ampleur absolument considérable. Et c'est là qu'il y a eu le piège, c'est que l'origine yougoslave, donc quand même biaisée par rapport aux relations entre les voisins, etc., du monde communiste à l'époque, a disparu en route et c'est devenu le charnier dont on a les images en plus. À 9h le soir, au moment du bouclage de Libération, l'envoyé spécial à Timișoara traverse la frontière en Yougoslavie, téléphone son article qui arrive, disons, 10 minutes avant le bouclage. C'est-à-dire à un moment où vous ne posez pas 40 000 questions, vous avez 10 minutes pour le mettre en forme et l'envoyer. Le rédacteur en chef, ce jour-là, qui a fait son autocritique le lendemain dans les bonnes traditions de Libération, donc il a reconnu son erreur, mais voit arriver l'article, et le journaliste qui était sur place raconte comment le pouvoir a basculé ce jour-là à Timișoara, comment la révolution a pris corps. Et pour lui, c'était ça qui était important. On l'avait emmené voir les 20 cadavres à côté de l'hôpital, mais ce n'était pas aussi important que le fait que le pouvoir était en train de vaciller en Roumanie et que Ceausescu était sans doute foutu. Et donc,
il commence son article pour raconter comment un nouveau pouvoir se met en place à Timișoara, et au 8e paragraphe, il y a les 20 morts, hélas, que le prix à payer pour cette révolution. Et le rédacteur en chef voit ça et il dit « Mais il n'a rien vu, il n'a rien compris. Et les 5000 morts, ils sont où ?» Et il rajoute les 5000 morts qui étaient partout dans l'article. Et il en fait la une du journal. Et c'est là qu'il y a eu... là, on est dans une erreur professionnelle, mais historique. C'est-à-dire c'est la faute majeure. On a un envoyé spécial et on ne lui fait pas confiance. Et franchement, la règle de base, enfin pour nous qui avons été correspondants, qui avons été sur le terrain, la règle de base, c'est qu'on fait confiance aux journalistes sur place, même s'il est à contre-courant ou s'il n'a pas les informations qui sont partout à la télévision. Ça n'a pas été fait ce jour-là, et ça a été une erreur colossale. Mais quand même, il ne faut pas oublier le fait initial qui rentre dans notre discussion de ce soir, c'est que c'est une opération de manipulation des services yougoslaves qui ont voulu déstabiliser, précipiter la chute de Ceausescu sur la base de quelque chose de réel qui était effectivement la révolution à Timișoara et un nombre limité de victimes. Ils en ont fait un charnier et 5000 morts. Et ça a réussi puisque, en fait, ça a précipité les événements à Bucarest. Donc c'est une histoire exemplaire à tous les plans, à la fois sur celui de la déstabilisation et de la désinformation, mais aussi de comment un processus journalistique est un processus humain, et qu'une erreur d'une personne clé à un endroit clé peut provoquer une catastrophe, et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Je terminerai sur la norme ISO. Alors d'abord, RSF n'est pas dans la position du monde, puisque RSF n'est pas un média, n'est pas dans la concurrence, et RSF n'est pas là pour juger ses concurrents, en l'occurrence. Deuxièmement, c'est pas RSF qui va faire la norme et qui va la gérer. RSF est à l'initiative du processus qui a associé tous les acteurs du monde de l'information en Europe, en gros. Les fédérations de syndicats de journalistes, les éditeurs de journaux, les services publics, les centres de recherche, etc. Et que c'est ce travail collectif assez large et assez contradictoire entre des gens qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, qui a produit cette idée. Et aujourd'hui, le mandat a été donné à un institut technique, donc de définir les critères sur la base de plusieurs séminaires qui ont eu lieu et qui sont arrivés à un consensus sur les critères à définir. Et ça sera géré de manière indépendante par les instituts de normes. On est dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent très négativement en disant comment une norme ISO pour l'information, mais on n'est pas du béton, etc. Ça ne peut pas marcher. Nous, on dit on a un problème qui est tellement immense devant nous que essayons. Peut-être que cette norme ne sera jamais mise en service parce qu'à l'arrivée, on va trouver que c'est impossible de la gérer, de la mettre en œuvre. Mais on est dans l'expérimentation et je pense qu'il faut absolument expérimenter dans la période actuelle. J'étais la semaine dernière, par exemple, la RTBF, la télévision belge, va lancer prochainement, ils ont présenté il y a quelques jours, un agrégateur de sites de type décodeur ou désintox. Et donc, ils entrent dans leur système tous les sites américains, français, belges, tous ceux qui existent et qui sont gérés par des gens reconnus. C'est-à-dire, voilà, le Monde fait les décodeurs. Vous savez que c'est le Monde qui fait les décodeurs. Si vous n'appréciez pas le Monde, vous ne suivez pas les décodeurs. Mais l'agrégateur permet vous avez une info qui vous surprend, vous ne savez pas si c'est vrai, si c'est faux, vous rentrez ça dans l'agrégateur et il vous dit si l'info a été traitée par un des sites de fact-checking
français ou enfin francophones ou anglophones ou autres. Voilà, c'est un outil de plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui réfléchissent un peu partout. Là, j'étais en Afrique du Sud le mois dernier. Il y a un organisme type RSF sud-africain qui existe et qui est en train de faire exactement ça, c'est-à-dire un outil de fact-checking pour la presse sud-africaine, parce que le phénomène des fake news est aussi polluant là-bas qu'ici. Et vous voyez bien que tout le monde essaye de trouver les solutions. Il y a celles qui sont au niveau des plateformes sociales, celles qui sont au niveau du fact-checking, celles qui sont au niveau législatif. Là, c'est plus compliqué. Moi, il me semble qu'on a deux pièges à éviter. Le premier, c'est de dire c'est le problème des plateformes, c'est à elles de régler le problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que Facebook se transforme en média. Ça ferait de Mark Zuckerberg le rédacteur en chef de la planète. Ce n'est pas souhaitable pour la démocratie. Et donc que Facebook reste un outil technique, mais propre, qui accepte la régulation, qui est une régulation acceptable et qu'on évolue dans ce sens-là. Et l'autre piège à éviter, c'est de dire c'est le problème des gouvernements et que tout soit légiféré. Et la tentation là serait celle de lois qui pourraient être liberticides, ou même si elles ne le sont pas dans les mains actuelles, peuvent tomber dans des mains moins délicates dans l'avenir et se retourner contre la démocratie. Donc je pense qu'il faut ni faire confiance aux plateformes, ni faire confiance au gouvernement. Et il y a toute une panoplie entre les deux qui est celle de la société civile, des acteurs de l'information, il y a l'éducation aux médias, il y a un champ absolument considérable de choses à faire pour retrouver un peu de confiance dans cet univers. Alors, ne faire confiance à personne, mais essayer de retrouver un peu de confiance, c'est la mission qui nous reste. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce débat. Un très grand merci à nos trois intervenants, Sylvie Kaufmann, Romain Baldoir et Pierre Aski. Bonsoir à tous.